Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans ce webinaire euh, qui va être consacré au logement, activer, activer les ressources et partager les initiatives territoriales. Donc, nous accueillons dans ce webinaire Céline Louineau d'Action Logement Pays de la Loire, Ophélie Bagné de l'Urage Pays de la Loire et Émilie Bouillet de l'Action Logement Vendée qui nous présentera une initiative spécifique à la Vendée. Je suis Marie-Josée Guillon, donc chargée d'animation au Carré Forêt Pays de la Loire. Juste en amont, avant que tout le monde se connecte, un petit mot peut-être sur le partenariat entre l'Urage et Pays de la Loire et Action Logement qui font que on, on va vous présenter ce webinaire. Alors, Madame Louineau, je vous passe la parole peut-être. Parfait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, entre l'Urage et Action Logement, nous avons mis en place un partenariat depuis plusieurs années pour permettre de mettre en avant la complémentarité de nos actions et valoriser toutes les aides d'Action Logement et tous les dispositifs de l'Urage. Donc dans ce cadre-là, on met en place des webinaires et effectivement cette semaine du logement qui vise à proposer aux entreprises de découvrir les aides d'Action Logement et puis de pouvoir découvrir les résidences jeunes au sein de l'Urage. Voilà, donc on attend de nombreuses entreprises sur cette semaine. Merci. Alors, les objectifs de ce webinaire, donc on est bien en amont de la semaine du logement, comme ça on vient de le dire, c'est de faire le point sur les aides et dispositifs d'accompagnement des salariés dans l'accès au logement, hein. On va être axé vraiment sur les salariés, d'informer sur les solutions développées pour l'accès au logement des jeunes, et puis on terminera par la découverte d'initiatives territoriales de réponse aux besoins de logement. Alors, au programme, une intervention de Madame Luneau sur les aides et dispositifs d'accès au logement des salariés. Ensuite, Madame Ophélie Bagné prendra le relais sur l'hébergement temporaire chez l'habitant et sur l'offre de logement des jeunes. Et puis, on terminera par une intervention de euh, Émilie Bouillet sur la découverte d'initiatives territoriales. Donc, je vais passer la parole à Céline Luneau pour une présentation des actions d'Action Logement. Merci Marie-Josée. Alors effectivement, je vais d'abord vous camper rapidement le décor d'Action Logement. C'est un acteur de référence du logement social depuis 70 ans qui a pour mission de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Les deux objectifs du groupe, c'est avant tout de construire et de financer des logements sociaux et intermédiaires en mettant en place eh bien, tous les enjeux d'écohabitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Donc voilà, le premier levier, c'est vraiment d'utiliser les fonds récoltés, la participation à l'effort de construction des entreprises pour investir sur des biens en zone tendue où les besoins sont pressentis. Et la deuxième mission d'Action Logement, c'est de proposer des aides et des services pour accompagner les salariés en mobilité, les salariés en difficulté. Voilà donc les deux missions clés. Quelques chiffres clés, 750 000 aides et services en 2023 distribués et 50 000 dans les Pays de la Loire. Donc c'est quand même assez conséquent. Les investissements qui sont faits permettent de proposer différentes catégories de logements. Avant tout le logement social, qui est l'ADN d'Action Logement hein, depuis l'origine, et qui permet eh bien, à des salariés de pouvoir se loger sur un patrimoine social. Selon le profil, on peut également leur proposer des logements intermédiaires ou des logements privés, également des logements temporaires hein, pour des salariés qui sont en alternance ou des saisonniers et aussi de la colocation. C'est un dispositif qu'on essaye de développer de plus en plus pour répondre à ces différentes demandes. Je vous laisse poursuivre la slide. Alors, nous proposons également une garantie gratuite des loyers
qui permet de sécuriser l'accès au logement et de sécuriser le bailleur. Cette garantie couvre le risque d'impayé de loyer sur toute la durée du bail, dans la limite de 36 mensualités d'impayé, et un focus spécifique pour les étudiants et les alternants qui peuvent accéder au logement social également avec une couverture de ces impayés à hauteur de 9 mois. Euh, il y a aussi une dégradation qui est prise en charge. Que vous dire de plus? C'est un outil qui est 100% digital et avec une mise en œuvre des impayés qui se déclenche et qui se met en place très rapidement. Alors, il y a un dispositif spécifique pour les alternants, vous dites aussi. Alors, le dispositif spécifique, c'est effectivement l'aide Mobili Jeune qui permet de subventionner une partie du loyer et d'alléger le quitancement. Déduction faite des APL également. Donc, c'est une aide qui est accessible aux moins de 30 ans qui doivent se rapprocher de leur emploi et en l'occurrence de l'entreprise en prenant une nouvelle résidence avec une distance d'au moins 70 km ou un second logement qui engendre une double charge de loyer. Les conditions de ressources, c'est 80% du SMIC et la prise en charge est à hauteur de 100 euros par mois maximum. Voilà, donc c'est un dispositif qui fonctionne extrêmement bien et qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat de ces jeunes alternants. Le dispositif complémentaire que l'on propose, c'est l'avance Locapass qui permet de financer le dépôt de garantie, qui est un prêt sans frais ni intérêt pour financer ce dépôt de garantie qui est demandé par le bailleur. Et le logement peut être situé sur le parc privé, intermédiaire ou social. Alors, par rapport à ça, justement, est-ce que, est-ce qu'il y a des plafonds de revenus? Alors effectivement, sur le logement social, il y a des plafonds de ressources, mais ces plafonds de ressources dépendent du type de financement qui a permis de co-construire le montage de l'opération financière du logement, du programme. Et en fait, il existe différentes normes locatives permettant de répondre à différents profils. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, le logement social est accessible à 70% de la population française. Pour vous donner une petite idée des plafonds de ressources, pour les plafonds de ressources sociaux, mais les plus élevés, donc ce qu'on appelle les plafonds PLS, eh bien pour une personne seule, celle-ci peut gagner jusqu'à 2700 euros net. Et pour les logements intermédiaires, eh bien, le montant de ressources nettes pour une personne seule, alors je parle sur notre périmètre, hein, en zone B2, eh bien, on est sur 3280 euros. Donc, ce sont quand même des ressources confortables. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois qu'il y a une question de le chat. Tous les types de contrats de travail sont concernés. Alors, il y a une question sur intensité. Il faudrait préciser d'ailleurs ce que ça veut dire. Est-ce que tous les types de de travail sont concernés? Alors oui, oui, même des contrats en CDD, mais encore une fois, on est dans un contexte de pénurie locative. C'est aussi voilà, des profils qui vont sécuriser le bailleur social, qui auront plus de chances d'être acceptés. Alors par le biais du logement social, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le demandeur doit faire une demande sur un site officiel du gouvernement, demande de logement.gouv.fr, on vous redonnera les liens pour obtenir un numéro unique départemental. Et ensuite, le salarié peut se positionner sur notre site ALIN, A-L'-I-N, pour candidater sur des logements disponibles. Et il y a un système de scoring de points qui sont activés selon le profil et qui permettent de valoriser la candidature. Donc effectivement, un CDI permettra d'obtenir plus de points qu'un CDD de 3 mois. Effectivement, plus la candidature est précaire, plus ça peut être compliqué. Alors, il y avait la question du contrat à temps partiel.
Oui, un contrat à temps partiel, mais après, on est tenu de respecter 25%, un loyer qui correspond à 25% des ressources. Donc, un temps partiel dit un salaire modeste qui va permettre d'allouer un loyer qui ne sera peut-être pas en corrélation avec les prix du marché immobilier, en fait. Après, il faut regarder la situation dans sa globalité, hein, les ressources du conjoint également, et les aides de la CAF et autres dispositifs. Alors, on a, par rapport à la durée d'attente, euh, Alors, la durée d'attente sur les Pays de la Loire est de 2 ans, même de 25 mois,8 pour être exact. et alors l'inscription justement sur le fichier unique, Et bien, la- d'où l'intérêt, effectivement, de s'inscrire au plus tôt pour pouvoir acter le démarrage de cette attente, enfin, acter le timing, donc pour aussi pouvoir valoriser son profil d'allo dans le cadre d'un délai anormalement long. Eh bien, il faut pouvoir valoriser cette traçabilité. Donc, plus le salarié s'inscrit tôt, mieux c'est, vu le contexte de pénurie locative. Merci. Alors, on va continuer sur l'accession au logement. Hmm. Alors, effectivement, le premier item, c'était de vous présenter les aides pour des salariés qui souhaitent devenir locataires, mais on peut également accompagner des salariés pour faciliter leur projet d'accession à la propriété. Donc, nous proposons un prêt accession jusqu'à 30 000 € à un taux avantageux de 1,5%, hein, si on compare effectivement à ce que pratiquent les banques, qui permet de contribuer au montage d'une opération d'acquisition dans le neuf et aussi dans l'accession sociale. Donc, c'est un prêt qui n'engendre ni frais de dossier, ni de garantie ou de caution. Voilà, donc dans le cadre de prêt locatif accession, pourquoi pas, qui permet d'être locataire puis de lever l'option d'achat pour devenir acquéreur, ou également dans le cadre de dispositifs BRS, bail réel solidaire, qui permet d'acheter uniquement le bâti en versant une faible redevance pour la location du terrain auprès d'un organisme de foncier solidaire. Voilà donc le dispositif d'accession. Et nous avons un service de conseil en financement qui permet d'analyser la situation, le projet dans sa globalité et d'accompagner le salarié dans son projet d'accession. Nous pouvons également accompagner des salariés qui souhaitent financer des travaux, donc jusqu'à 10 000 €. On est également sur un taux de 1,5, donc des travaux de rénovation, d'adaptation, d'économie d'énergie, des travaux votés en assemblée générale de copropriété également, et quelquefois les appels de fonds peuvent être assez onéreux, donc c'est bien d'avoir cette enveloppe qui peut permettre de diminuer l'appel de fonds. Et le salarié doit être propriétaire de sa résidence principale. Nous contribuons également au dispositif Action Cœur de Ville qui permet de redynamiser. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis 2018, qui concerne 242 villes au niveau du territoire français, enfin la France de l'Hexagone, et qui concerne 9 villes sur les Pays de la Loire et 2 en Loire-Atlantique. Et vous avez une petite cartographie en haut à droite. Et donc, ce projet Action Cœur de Ville permet de redynamiser les centres des villes moyennes, de valoriser le patrimoine urbain, architectural et paysager dans les cœurs de ville, de contribuer au développement de l'activité économique. Et dans ce contexte-là, eh bien, nous accompagnons les salariés qui souhaiteraient investir donc sur des villes bien spécifiques et des quartiers bien spécifiques. Et donc, nous pouvons leur proposer des prêts à long terme, des subventions pour pouvoir rénover leurs biens et du coup le remettre à la location pour permettre de redynamiser ces cœurs de villes spécifiques. Nous avons également
un nouveau dispositif qui vient d'être lancé le 21 mars 2024, qui est loué pour l'emploi et qui permet pour des salariés qui souhaitent mettre en location leurs biens de sécuriser leurs revenus locatifs par le biais de la garantie Visale. Ils peuvent bénéficier également d'un prêt travaux jusqu'à 15 000 euros pour y mettre en place des travaux de rénovation et même de travaux de performance énergétique. Et ils peuvent aussi bénéficier d'honoraires pour financer l'état des lieux, la gestion du contrat de bail. Donc, il y a plusieurs formules qui leur sont proposées, soit uniquement le prêt, soit les honoraires de gestion s'ils passent par une agence immobilière, soit le combiné des deux, mais toujours avec effectivement la sécurisation des revenus locatifs et la mise en place de Visal et une approche globale dans leur projet d'investissement par le biais de nos conseillers en financement qui peuvent également actionner des services de droit commun ou des initiatives locales ou des prêts complémentaires, Locavantage, Ma Prime Rénov', etc. Donc il y a vraiment une étude globale du projet pour leur permettre de louer dans un climat serein leurs biens. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, par rapport, ce sont les salariés donc de toute entreprise. Comment ça se passe? Alors, ce sont les entreprises de plus de 10 salariés, les salariés d'entreprises de plus de 10 salariés. Et pour les entreprises de moins de salariés, eh bien de moins de 10 salariés, les dispositifs qui sont proposables, c'est l'aide Locapass, la garantie Visale et l'aide Mobili Jeune. Donc, c'est ce qu'on appelle les droits ouverts, en fait, à tous. Exactement, les D'accord. services en droits ouverts, tout à fait. Alors, on va poursuivre. Nous avons également ce dernier dispositif qui permet d'accompagner les salariés en difficulté, une difficulté conjoncturelle liée à un accident de la vie. Donc, nous avons une équipe de conseillers en économie sociale et familiale présents pour les aider, les écouter, leur proposer des aides financières. On est vraiment sur du cas par cas et des réponses sur mesure. Ben, Pour nous contacter, vous pouvez accéder au site Action Logement. Nous avons un service relation client et vous pouvez obtenir l'ensemble des informations réglementaires et du cadrage de tous les services que je vous ai présentés. je vous remercie. Passer à la présentation des solutions d'hébergement temporaire et on va démarrer par donc c'est Ophélie Bagnier qui va prendre le relais et on va démarrer par une vidéo présentant la solution d'hébergement temporaire. Yes, j'ai trouvé un job. Qui dit emploi dit trouver un logement, et ça c'est pas gagné. J'ai une chambre de disponible et je voulais rendre service à un jeune. C'est pas facile pour eux de trouver un logement qui soit à la fois abordable et proche du lieu de travail, pas vrai? L'association Habitat Jeune n'avait pas de logement à me proposer, mais elle m'a parlé d'une solution alternative. L'hébergement temporaire chez l'habitant. C'est ce qu'on appelle aussi HTH. L'association oriente un jeune qui a besoin d'un hébergement temporaire sur mes périodes de disponibilité. D'un point de vue administratif, c'est plus simple que lors d'une location classique. Il n'y a pas une multitude de papiers à remplir. Rapidement, via l'association, la mise en relation avec mon futur hébergeur était faite. J'ai fait ma première journée de travail. C'est à 2 pas de mon hébergement. L'avantage de HTH, c'est le tarif abordable. C'est vrai qu'on ne fait pas ça pour l'argent, mais c'est un petit plus. Ça marche pour un job, une formation, un stage. De l'hébergement temporaire chez l'habitant, il en existe de plus en plus dans la région des Pays de la Loire. Alors go!
la parole à Ophélie, qui va nous présenter cette solution en détail. Oui, bonjour à toutes et tous, ravie d'être avec vous en ce début d'après-midi. Donc moi, je m'appelle Ophélie Bagné, je travaille à l'URAGE. L'URAGE, c'est l'Union régionale pour l'habitat des jeunes. Et je vais vous parler de HTH, donc hébergement temporaire chez l'habitant. Et donc, si on commence par les objectifs, hébergement temporaire chez l'habitant, ça existe dans les Pays de la Loire depuis 2017. C'est soutenu tout d'abord par la région des Pays de la Loire. Et les objectifs, c'est vraiment, s'il faut en retenir un seul, c'est rendre service à un jeune qui est en insertion professionnelle sur un territoire à l'échelle régionale. L'objectif, c'est de le soutenir et de lui proposer un toit dans ce cas-là, de faire le lien entre un hébergeur, donc, du coup, un ménage, une personne qui aurait une chambre de disponible ou un studio disponible chez lui, donc, au sein de sa résidence principale, le mettre en relation avec un jeune qui deviendrait hébergé pour qu'il puisse répondre à une offre de stage, un emploi, un CDI, etc. Si on regarde sur la slide suivante, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser au principe de HTH. Donc, HTH, l'objectif, c'est vraiment de simplifier les démarches administratives, comme ce que vous avez vu dans le motion design. Il n'y a pas une multitude de papiers à remplir, mais vraiment, c'est d'activer rapidement l'accès à un hébergement. Il y a le lien, une association Habitat Jeune fait le lien entre l'hébergeur et l'hébergé et ça permet d'avoir une rapidité de réponse pour que le jeune hébergé puisse faire un retour rapidement à l'entreprise ou du moins à la société qui l'embauche. L'objectif aussi, enfin, l'un des principes, c'est la proximité. Évidemment, on sait que la mobilité fait partie des freins périphériques liés à l'emploi. Et donc, l'objectif, c'est de trouver un hébergement pour le jeune à proximité de son lieu d'activité. La flexibilité, j'en ai un petit peu parlé. Et le coût, l'objectif, c'est que ça soit des tarifs solidaires. On parlait tout à l'heure, là, avec Action Logement Service, du pouvoir d'achat des jeunes salariés. Donc, l'objectif, c'est pareil, c'est de pouvoir voilà, avoir un loyer à moindre coût. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des tarifs solidaires dans HTH. C'est la résidence principale de l'hébergeur. Donc, ça veut dire que l'hébergeur vit aussi chez lui. Donc, il y a aussi une possibilité voilà, d'avoir du lien social qui se crée avec une présence humaine. Et enfin, pour nous, Urage et aussi pour les associations Habitat Jeunes, ça permet d'avoir un observatoire des besoins sur le territoire et après de rendre compte et de faire des analyses auprès des financeurs ou auprès des collectivités. Sur la suite de la slide, bon, ce qui vous intéresse, là, il y a 4 engagements qui lient les associations Habitat Jeunes au dispositif HTH. Mais le plus intéressant, c'est les 2 premiers pour vous rappeler que le public cible de HTH, c'est bien des jeunes de 15 à 30 ans en mobilité professionnelle. Et les tarifs, je vous en parlais, des tarifs solidaires. Donc concrètement, c'est 15 € la nuitée dans un maximum par mois de 270 €. Et l'hiver, pendant les périodes de chauffage, etc., on augmente à 17 € la nuitée dans un maximum de 290 €. Sur la slide suivante, vous voyez les territoires qui sont couverts par HTH aujourd'hui. Donc, de plus en plus, il y a de territoires qui s'intéressent au dispositif et ça se développe de plus en plus. Donc, à chaque fois, la cartographie, elle évolue. Mais voilà une carto là à avril 2024. Donc, au total, il y a 32 territoires couverts en Pays de la Loire. Et pour rappel, les territoires, c'est les EPCI, donc les intercommunalités. Et pour information, on rappelle, à l'échelle des Pays de la Loire, il y en a 69. Et là, du coup, on a mis par département les associations Habitat Jeunes qui sont en charge de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif sur le territoire. Parce qu'il y a plusieurs associations. Au total, en 2024, là, il y a 15 associations Habitat Jeunes qui font du HTH sur les territoires. Voilà, et à venir, il y a des territoires qui vont arriver, donc La Roche-sur-Yon agglomération, Le Mans Métropole et le Pays de Cran. Et vous voyez là sur la slide l'ensemble des autres territoires qui sont aussi déjà couverts. Est-ce que vous pouvez rappeler quand ça a démarré? Oui, en fait, ça a démarré de manière informelle dans les années 2010 et finalement, ouvrir la porte et héberger quelqu'un dans la panade, ça existe depuis toujours. Mais ça s'est structuré concrètement en 2017.
qui faisait suite au Grenelle de l'apprentissage en 2016 lancé par la région des Pays de la Loire. Donc l'objectif, c'était de répondre à un besoin. Là, il y avait un besoin pour les jeunes en apprentissage, mais on se rend compte que HTH, ça concerne aussi des personnes qui sont en stage, des étudiants, des CDI, des CDD, etc. Mais majoritairement, le public, c'est apprentis et stagiaires. Donc, si on regarde sur cette slide-là, voilà, évidemment, HTH, ça fonctionne parce qu'il y a des parties prenantes et il y a une cartographie assez riche. Donc, tout d'abord, un jeune en recherche d'hébergement, en recherche active d'hébergement, l'hébergeur qui dispose d'une chambre disponible et qui adhère au dispositif HTH et aux conditions du dispositif HTH, tout comme l'héberger et le jeune, évidemment. Ensuite, il y a l'association Habitat Jeune qui fait ce lien entre hébergeur et hébergé et qui permet voilà, de faire en sorte de veiller au bon fonctionnement de la mise en relation et du dispositif sur le territoire. Il y a la collectivité de plus en plus dans le cadre de leur PLH, plan local de l'habitat. L'habitat mène une politique volontariste pour le développement de l'hébergement temporaire chez l'habitant. Donc, c'est l'un des financeurs importants et aussi relaie sur le territoire ce dispositif. Enfin, voilà, c'est important en termes de communication. Après, d'autres cofinanceurs, donc la région, j'en parlais, aussi l'État, le département, Action Logement, la CAF. Ensuite, autre cartographie, autre partie prenante importante, c'est évidemment les entreprises, les écoles, les universités qui recrutent, qui forment et qui, euh, qui sollicitent les jeunes ou qui acceptent des candidatures sur les territoires. Et enfin, du coup, l'URAGE, donc ça, c'est mon job, c'est coordonner le dispositif à l'échelle régionale et voilà, et véhiculer les valeurs et le fonctionnement de ce dispositif, là, comme là, ce qu'on fait ensemble maintenant. Et concrètement, à quoi sert Habitat Jeune et quel est cet intermédiaire associatif? Bon, voilà, l'objectif, c'est d'assurer un accueil personnalisé à chaque jeune en fonction de son besoin, de ses attentes et de son projet professionnel. Effectuer un diagnostic de la demande, savoir si ça rentre ou pas dans le dispositif HTH. Après, voilà, il y a tout un... il y a quelques documents quand même à remplir sur des fiches de renseignement, un contrat d'hébergement qui est moins chronophage ou fastidieux qu'une location, mais qui, voilà, ça permet quand même d'avoir une réglementation et d'être dans les clous d'un point de vue juridique. Après, c'est de mettre en relation l'hébergeur et l'hébergé. Évidemment, au préalable, l'association a un carnet d'adresses d'hébergeur pour pouvoir faire le lien. Son rôle aussi, c'est de garantir la décence du logement. Donc, il y a une visite qui est faite en amont. Il y a aussi un échange avec les hébergeurs pour expliquer le dispositif et voir s'il y a une adhésion à la fois au projet associatif Habitat Jeune, mais aussi au dispositif concrètement de l'hébergement temporaire chez l'habitant. Je l'ai dit un peu en préambule, il y a une flexibilité, donc ça veut dire que selon les périodes de disponibilité de l'hébergeur, l'association y affecte un jeune. Donc par exemple, un hébergeur peut expliquer que sa chambre est indisponible les week-ends ou quelques temps. Voilà, ça, tout ça c'est possible, mais ça se cadre en amont. Et voilà, s'il y a des difficultés quelconques, évidemment, l'association Habitat Jeune est là pour faire de la médiation entre les deux parties. Et on sait que HTH, c'est temporaire. Donc, le rôle aussi de l'association, c'est d'accompagner le jeune hébergé vers un accompagnement vers la sortie, vers d'autres dispositifs et d'autres manières de se loger. Alors justement, on a une question par rapport à ça sur la temporalité. Quelle est la durée? Quel est le maximum? Alors, minimum, c'est une nuit. Et là, maximum sur le bilan qu'on vient de finaliser 2023, c'était 278 nuits. En fait, ça dépend vraiment du besoin du jeune. D'accord. Il y a vraiment un maximum, en fait. Là, c'était pour répondre à son besoin, mais est-ce qu'il y a un maximum et on invite vraiment le jeune à sortir du dispositif, de Bah la voilà, solution? faut quand même que ça reste temporaire et il faut que l'hébergeur soit OK pour mettre à disposition sa chambre. Donc la notion de temporaire, on continue d'y travailler, de la structurer ensemble. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste la résidence principale de l'hébergeur et la résidence secondaire de l'hébergé. Et donc, du coup, il faut quand même que l'hébergé ait une résidence principale, une adresse postale ailleurs. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, par exemple, parfois, il y a des alternants qui sont là et leur alternance, elle dure un an. Bon, l'objectif, c'est de pouvoir rendre service aux jeunes. Donc, parfois, ça dure un an, mais quand même, l'objectif, c'est de trouver un logement plus pérenne. D'accord. Et le jeune aussi est parfois en recherche d'autonomie.
Merci. Et voilà un petit tableau sur les chiffres clés. Comme je vous disais, c'est structuré depuis 2017, donc on arrive à capitaliser les informations. Donc au début, il y a 6 associations Habitat Jeune pionnières qui sont lancées dans l'expérimentation. Et après, ça s'est structuré par empirisme. Aujourd'hui, c'est SSM, donc il y a 15 associations. Et donc là, ce qu'on a compté en 2023, il y a eu 388 binômes de créés. Donc le binôme, c'est le lien entre l'hébergeur et l'hébergé. Au total, quand on cumule, ça fait 1406 binômes créés. Et en termes de nombre de nuitées donc cumulées, ça fait 15 613 nuitées. Et là, la dernière colonne, c'est le nombre d'hébergeurs réels et potentiels. Parce que parfois, voilà, évidemment, c'est plus intéressant d'avoir un carnet d'adresses plus rempli les associations sollicitent les hébergeurs selon les besoins, selon la localisation de leur logement. Et donc, parfois, il y a des hébergeurs dans l'année qui ne sont pas sollicités. Mais voilà, chaque année, ça augmente. C'est le travail de communication que font les associations. Et là, on constate plus 163 hébergeurs recensés en 2023. Je pourrais en parler des heures, mais voilà, l'objectif, c'était de vous donner un aperçu, mais vous pouvez aller plus loin et creuser la question. Déjà, en me contactant directement, là, il y a mes coordonnées. En allant voir sur le site internet de l'Urage, vous retrouverez la cartographie et les coordonnées des différentes associations. Il y a aussi une vidéo témoignage qui dure 6 minutes entre les hébergeurs et les hébergés pour vous donner un peu plus d'aperçu et voir concrètement comment ça se passe. Et ça permet aussi de rassurer parfois les personnes. Et voilà, la newsletter aussi de l'Union régionale Habitat Jeune pour en savoir plus sur notre activité globalement. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette solution? Alors, s'il n'y a pas... Alors, comment développer cette solution sur des territoires touristiques avec de forts besoins pour des logements saisonniers où la tension avec les logements Airbnb peut inciter des propriétaires à vouloir un gain plus important? Mm. Est-ce que vous avez des expériences sur des territoires littoraux, par exemple? Mm. Vous pouvez peut-être remontrer la carte, mais en tout cas, oui, ce sujet se pose notamment sur Cap Atlantique. Voilà, sur aussi Saint-Nazaire, sur Pornic, Aglo, Pays de Ré. Et là, tout récemment, en Vendée, voilà, il y a des questions aussi qui vont se poser parce que, voilà. Donc oui, c'est un sujet, mais concrètement, c'est l'ADN de HTH et les valeurs de HTH, c'est objectif rendre service à un jeune et tarif solidaire. Et donc, finalement, si l'hébergeur ne rentre pas dans cet état d'esprit-là, HTH n'est pas fait pour lui et autant qu'il aille oui, sur une autre plateforme. Mais évidemment, en fait, c'est pas possible que ça peut pas se mettre en concurrence parce que c'est pas la même chose. Mais l'hébergeur peut, par exemple, décider l'été de faire du Airbnb et le reste de l'année du HTH s'il y a cet enjeu financier important. Et en fait, c'est les politiques locales. Et une fois qu'un élu se lance dans le dispositif et souhaite le développer sur son territoire, c'est aussi ce qui véhicule et le discours politique qui va avec. Et c'est ça qui permet aussi euh, de, de positionner HTH dans le paysage. Voilà. Je vois la petite croix rouge sur Saint-Nazaire, donc c'est en projet. Non, c'est déjà en Oui, fonctionnement. Ouais, c'est oui. ça. Quelle est la procédure à suivre pour une collectivité intéressée? Alors, la collectivité intéressée, soit elle a déjà une association Habitat Jeune sur son territoire. Et en fait, l'association Habitat Jeune, enfin, on y reviendra un peu après, mais Habitat Jeune, c'est d'abord une résidence, des logements à destination des jeunes. Et le HTH, le dispositif, c'est quelque chose en plus, c'est une alternative pour trouver des solutions et pouvoir diversifier l'offre Habitat Jeune. Donc la collectivité, s'il y a déjà une association Habitat Jeune, bon, elle est déjà en lien avec cette association-là, pardon. Et donc du coup, il y a un lien qui se crée entre eux. Soit l'association offre déjà ce dispositif-là sur d'autres territoires et peut le décupler sur ce territoire-là, soit ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, il y a une convention qui se crée et nous, l'URAGE, on est là pour accompagner les nouveaux territoires, les nouvelles associations pour prendre en main le dispositif. Donc, on a un kit à disposition de nos adhérents pour pouvoir être à l'aise et pouvoir se lancer de manière opérationnelle et assez rapide sur les territoires. Et aussi, l'URAGE, nous, on fait des études de besoins sur certaines collectivités
des études de besoin qui durent en moyenne 6 mois pour savoir quel est le besoin de logement des jeunes. Et parfois, on propose aussi le dispositif HTH dans nos préconisations. Et là, à ce moment-là, on explique aussi aux élus comment ça fonctionne et après, on fait le lien avec les associations Habitat Jeunes. Alors justement, allons voir Habitat Jeune, comment ça fonctionne avec l'offre de logement. S'il n'y a pas d'autres questions, l'offre de logement jeune. Alors oui, je vous disais, il y a 15 associations Habitat Jeunes qui font du HTH aujourd'hui, mais au total, il y a 25 associations Habitat Jeunes qui sont réparties sur les 5 départements de la région des Pays de la Loire. Donc il y a 90 résidences. Donc les résidences, c'est les logements en dur à destination des jeunes. Donc là, c'est 16-30 ans. HTH, c'est 15-30 ans et pour les résidences Habitat Jeunes, c'est 16-30 ans. Il y a des foyers soleil. Foyers soleil, en fait, c'est des micro-résidences rattachées où il y a un peu moins de logements. Par exemple, dans les résidences situées sur Nantes, le nombre de logements peut aller jusqu'à 150. Et les plus petites micro-résidences, ça peut être 3-4 logements au sein d'un micro-collectif. Il y a aussi des services logements. Les services logements sont situés dans les 5 départements. Là, c'est la clé d'entrée de l'offre de logement sur le département et aussi à l'échelle régionale. Et par exemple, c'est ces services logements-là qui peuvent aussi expliquer et faire la promotion du dispositif HTH auprès des jeunes qui rencontrent sur le terrain. Il y a de l'hébergement temporaire chez l'habitant, donc ça, j'en ai parlé. Il y a aussi quelques tiny house sur le territoire. Donc concrètement, Habitat Jeunes, on accueille 10 000 jeunes et on en loge 8 000. Et il y a à peu près 300 bénévoles et 500 professionnels. Il y a aussi le numérologique que les services logements aussi véhiculent. C'est si on ne sait pas à qui s'adresser pour chercher un logement, si on n'a pas un nom d'association Habitat Jeunes en tête, voilà. Si on arrive sur le département ou si on arrive sur la région, on ne sait pas trop vers qui se tourner. On peut appeler ce numéro-ci et ce numéro-ci nous permet de nous orienter et avoir le bon interlocuteur in fine. Et aussi ce sur quoi je voulais parler, c'est aussi la différence entre FJT et RSJA. Donc en gros, Habitat Jeunes, c'est FJT, donc c'est les foyers jeunes travailleurs. C'est comme ça qu'on est souvent le plus connu. Et il y a une différence avec les RSJA, c'est les résidences sociales jeunes actifs. Et juste pour information, la différence, c'est que dans les RSJA, c'est pour les personnes qui ont plus de 18 ans, en contrario avec les foyers jeunes travailleurs. Et dans les foyers jeunes travailleurs, c'est ce qui fait notre spécificité, c'est qu'il y a un accompagnement. C'est pas juste de la gestion locative. La gestion locative, c'est qu'il y a un accompagnement du jeune vers l'émancipation. Donc, il y a une personne qui est compétente, un intervenant socio-éducatif qui est là dans la résidence plusieurs heures par semaine pour veiller voilà, à cet accompagnement si le jeune en a besoin. Et sur la cartographie, là, vous voyez donc les territoires, c'est la même carte que sur HTH, les territoires qui sont orange, c'est ceux où il y a du HTH. Et tous les points, c'est là où il y a des résidences Habitat Jeunes. Est-ce vous la personne à contacter? Non, ce serait plutôt le numéro logique en fait, hein. Oui, bah en fait, quand on nous contacte, on Pour renvoie vers le numérologique parce qu'en fait, on n'a pas vu sur est-ce qu'il reste des places dans les résidences Habitat Jeunes, est-ce qu'il y a une liste d'attente. Donc, le plus intéressant, c'est voilà, d'orienter vers le numérologique ou d'aller directement sur le site internet de l'association si on sait quelle association est sur quel territoire. D'accord. Et enfin, on fait un observatoire des publics accueillis au sein des résidences Habitat Jeunes à l'échelle de la région chaque année. Donc, je vous disais 8 000 jeunes logés. Et voilà, ça, c'est pour vous donner un peu un aperçu du public qu'on accueille. En majorité, donc là, je parle bien des résidences Habitat Jeunes, hein, je ne parle plus de HTH, mais au sein des résidences Habitat Jeunes qui sont logées, il y a une majorité de 20-25 ans à peu près, une majorité aussi d'hommes. Les personnes qui sont là ont une origine résidentielle plutôt locale ou métropolitaine. Ensuite, bon, bah, c'est aussi l'essence d'Habitat Jeune, mais la motivation première pour être logé au sein de ces résidences, c'est de se rapprocher de son lieu d'activité. Pourquoi les jeunes choisissent Habitat Jeune? Donc, il y a des enquêtes de satisfaction qui sont faites, mais là, la plupart, 30%, expliquent que c'est pour l'aspect pratique. Euh, Parce que aussi, il y en a qui expliquent qu'il n'y a pas d'autre solution. 15% disent que c'est pour vivre avec d'autres jeunes. 13% parce que c'est moins cher. Il y a un loyer qu'on appelle une redevance et qui permet d'avoir des loyers à moindre coût.
et 11% sont envoyés par des tiers institutionnels parce qu'il y a des partenariats qui sont faits entre les associations et les institutions. Niveau scolaire à l'entrée en résidence, du coup, c'est assez aléatoire selon les territoires. Donc là, c'est vraiment une moyenne régionale. Mais là, c'est baccalauréat et enseignement supérieur qui se décrochent un peu. Et sur le statut socio-professionnel, donc en majorité, il y a des jeunes en apprentissage, mais ça fait aussi écho avec l'évolution de la société en général. Et 30%, enfin 29-30% de jeunes qui sont plutôt en CDI, CDD, intérim ou emploi aidé. Et sur la dernière slide, euh, c'est pour vous montrer un peu le montant des ressources des jeunes qui sont logés en résidence. Donc, la moitié gagne moins de 1 000 euros par mois. La durée de séjour, c'est aléatoire, mais ça dure à peu près 2 ans. Donc, il y a aussi, on appelle ça un parcours résidentiel, parcours logement. Le rôle aussi des résidences Habitat Jeunes et des associations Habitat Jeunes en général, c'est d'accompagner le jeune vers un autre type de logement, un logement plus autonome, du parc social ou pas. Et situation à la sortie, bon, bah, on sait que c'est complexe de trouver un logement et il y en a beaucoup qui retournent, enfin, qui vont être logés chez des proches, donc famille, amis, autres. Et il y a une autre partie qui est logée dans des logements de droit commun, donc c'est ce qu'on appelle soit le parc public, soit le parc social. Alors, est-ce que vous avez des questions, de nouvelles questions? Alors, il y en a déjà une dans le chat. On revient sur la question du contact. En fait, ma question portait sur le contact pour une collectivité qui souhaite en savoir plus. Comment on s'y prend? Ah oui, collectivité, c'est Urage, du coup. Donc, c'est vous. Oui. D'accord. Donc, on a vos coordonnées sur une des diapos, là, tout à l'heure. On pourra les remettre dans le chat, peut-être remettre les coordonnées dans le chat. OK. Alors, on va passer à la dernière partie de notre webinaire. Merci pour votre intervention. Donc, la découverte d'initiatives territoriales. Dans les territoires, au sein des territoires EFOP, il y a eu un relais justement de ces informations sur les aides et solutions logement qui se sont faits à l'initiative des territoires euh, emploi, formation, orientation professionnelle, des CLEFOP. Donc au départ, c'était sur les aides au logement pour faciliter le recrutement dans les entreprises. Et puis ensuite, on a glissé vers, dans certains territoires, des soirées d'information sur les dispositifs d'accompagnement à la longue durée. Car constat a été fait que sur certains territoires, euh, la difficulté, c'était pas tant les aides que l'offre de logement disponible et qu'il fallait accompagner la mise en location en fait de logement. Donc, on a sur la Vendée une expérience qu'on souhaitait vous partager. Donc, je vais passer la parole à Émilie Bouillet qui va nous partager cette expérience. Merci beaucoup. Donc effectivement, dans le cadre du dispositif en lien avec les CLEFOP, du coup sur le territoire de la Vendée, on a des actions mises en place depuis 2021. C'est une action qui est co-construite avec plusieurs acteurs locaux dans ce cadre de ces réunions. Donc on travaille avec l'ADIL, le conseil départemental de la Vendée, les services habitat des EPCI et puis les opérateurs qui s'occupent de travailler avec les particuliers sur de la rénovation énergétique. Ce sont des soirées d'information à destination du tout public qui aurait un projet de mise en location d'un bien avec des travaux à réaliser. L'idée, c'est de capter de nouveaux logements sur les territoires. On sait qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique d'accès au logement puisqu'on n'a pas forcément le vivier de demande nécessaire. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre sur le marché des logements qui pourraient être aujourd'hui soit trop énergivores, soit qui demain seront non possibles à la location du fait des modifications, notamment des DPE. Donc l'idée de ces soirées, c'est vraiment d'informer donc en deux parties les propriétaires de biens sur le parc privé. Donc la première partie de la soirée, elle est plutôt axée sur les aides à la rénovation de logements, notamment les aides de l'ANA et des collectivités pour remettre un logement aux normes, donc des travaux voilà, qui peuvent être des travaux lourds de rénovation complète de logement. Une deuxième
deuxième partie plutôt sur le côté fiscal, c'est-à-dire que montrer aux investisseurs potentiels qu'il y a aussi des dispositifs fiscaux qui viennent aussi rentabiliser la mise en location sur certains publics, donc effectivement avec des critères liés aux critères de ressources des locataires futurs. Et la dernière partie, et c'est là où Action Logement, nous intervenons à notre niveau, c'est plutôt de mettre en avant les aides possibles pour les propriétaires, les aides à la location. Donc, l'idée, c'est de pouvoir sécuriser leurs futurs biens, qu'ils ne prennent pas de risques en louant leur logement. Donc, on intervient, nous, Action Logement, dans le cadre du dispositif Visal. Et puis, on est accompagné dans ce cadre-là également par les agences à vocation sociale pour permettre d'informer les futurs propriétaires d'une autre manière de louer son bien avec une population un petit peu plus précaire, mais des garanties. Il y a une agence qui est là vraiment pour sécuriser les parcours. Donc, sur ces soirées, on est sur une moyenne de entre 80 et 200 personnes de présentes et d'informées. Donc, on est vraiment sur une présentation et une information plutôt à grande échelle, avec des soirées qui sont régulières depuis 2021 sur tout le territoire de la Vendée. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette expérience? Alors, est-ce que c'est une expérience qu'on peut transférer sur d'autres départements, sur d'autres territoires? Alors, je dirais que dès lors que les acteurs parties prenantes des projets valident la co-construction, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas dupliqué. Les aides de l'ANA, elles sont nationales, donc les aides à la rénovation, elles sont nationales. Donc, c'est juste en fonction après de chaque territoire. C'est vraiment voilà, de co-construire ces projets, mais il n'y a pas de frein à ce que ça soit dupliqué sur d'autres territoires. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux aides et dispositifs qui ont été présentés? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer sur les outils et vous donner, avant de clôturer ce webinaire, quelques liens par rapport à ce qui a été cité tout à l'heure. Donc, sur le site d'Action Logement, vous retrouverez comment trouver un logement, toutes les aides pour trouver un logement, les aides au logement. Le lien aussi vers le plafond de ressources des logements sociaux et abordables et logements intermédiaires. Comment investir dans un logement pour le louer. Connaître votre zone géographique. euh, et ensuite, comment prendre contact avec votre agence de territoire. Euh, on a parlé beaucoup des salariés. Il existe aussi des dispositifs qui sont pour des publics spécifiques. Donc, on rappelle hein, le lien vers les dispositifs communs, aide personnalisée au logement, le bail mobilité. Mais on a aussi des dispositifs spécifiques qui peuvent être mobilisés. Donc, en particulier dans le programme Agir sur l'accompagnement global des réfugiés, on a une aide sur le logement. Dans le programme HOP aussi. Et puis, sur le logement pour les intérimaires, SOS Logement en déplacement, il y a une solution aussi. On a des expériences sur la Mayenne et la Sarthe, vous aurez les liens tout à l'heure, sur l'aide à l'hébergement et au déplacement lors des formations des exploitants agricoles. Une expérience aussi sur la cohabitation solidaire intergénérationnelle en Vendée. Et puis sur La Baule, on a une expérience, donc vous pouvez la retrouver sur la page de la communauté de communes Cap-Atlantique, sur la- un système en fait qui est développé par la commission commerce de la communauté de communes de La Baule, où ils collectent des offres et ils mettent en relation des loueurs aussi avec des particuliers. Et puis, sur Saison en Vendée, il y a aussi une offre et des conseils de logement pour les saisonniers sur le site Saison en Vendée. Donc, vous aurez le lien aussi. On rappelle aussi que le Fast-été a sur son site un espace logement où l'intérimaire peut bénéficier d'un accompagnement sur sa démarche de recherche de logement.
Et puis, un dernier mot aussi sur Mobiville, qui est un outil développé par France Travail, euh, à l'origine pour faciliter les mobilités résidentielles et qui peut être utilisé en fait pour connaître le coût du loyer sur un territoire. Quand on est à la recherche d'un emploi sur un territoire, on peut aller voir sur cet outil le montant du loyer et le montant moyen du mètre carré pour l'achat. Et puis enfin, on finira par se loger. Donc ça, c'est un outil qui est développé par InfoJeune, donc le Centre régional d'information jeunesse, qui a développé sur son site tout un outillage de référencement des aides et des solutions, donc plus en direction des jeunes. Comment je m'installe dans mon logement, comment je finance mon déménagement, comment je finance mon installation, bah, ma garantie, justement, on rebondit sur les garanties qui peuvent être les garanties visales. Voilà, on va arriver au terme de ce webinaire.